Conakry, 2 décembre 2013, au sommaire, ouverture du 36e conseil annuel de l'AGPAOC, Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, invite ses pairs à soutenir le secteur portuaire. Le riz local inonde les marchés de la Haute-Guinée. La production agricole de cette année a connu une nette amélioration. Les populations apprécient la politique agricole du gouvernement. Le balafon fascine les étrangers. Des jeunes Français sont à l'école de cet instrument traditionnel à Conakry. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Le chef de l'État a présidé ce matin à Conakry les travaux du 36e conseil annuel de l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, l'AGPAOC en abrégé. Plusieurs dossiers sont à l'ordre du jour, l'objectif étant de renforcer la coopération entre les États membres de cette structure à travers la construction des infrastructures. Suivant le compte-rendu de Sanassi Keita. Contribuer à l'amélioration, à la coordination et à l'harmonisation des activités, des services, des ressources humaines et des équipements des ports membres en vue d'en accroître l'efficacité en tant que maillon clé des chaînes de transport. C'est l'objectif fondamental que s'est fixé l'AGPAOC, Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, depuis 40 ans. Aujourd'hui, les acteurs portuaires et maritimes de cette structure se sont donné rendez-vous ici à Conakry autour du thème « Les ports de l'AGPAOC et la coopération régionale face à la piraterie maritime, le vol à main armée et les trafics illicites dans le golfe de Guinée. Quelle stratégie de lutte ?» À l'instar des sessions annuelles de 1988, 1995 et 1998 organisées ici à Conakry, je suis persuadé que cette session de 2013 apportera sa part de contribution significative dans la solution des défis que les ports sont appelés à relever. Défis d'infrastructure et d'équipement, défis de la desserte des pays enclavés, défis de facilitation des procédures de passage des navires et des marchandises et aussi défis de sécurité et de sûreté maritime. Le directeur général du port d'Abidjan, premier vice-président de l'AGPAOC, revient sur le thème central de ces assises de 5 jours et l'objectif visé. Il s'agit là d'un sujet d'actualité qui a valu un sommet au niveau des chefs d'État à Yaoundé en juin 2013 afin d'apporter des solutions idoines aux conséquences néfastes des actes de piraterie dans nos ports respectifs. Le président de la République rassure de sa volonté et de sa disponibilité à soutenir ses responsables de l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre dans leurs ambitions. Soyez rassurés du soutien et de la détermination du gouvernement guinéen de vous accompagner. Car la piraterie maritime devient aujourd'hui un danger pour tous nos pays. Et il est extrêmement important que tous les chefs d'État s'engagent dans cette voie, comme nous l'avons fait au Cameroun, et qu'on vous accompagne. Sans la volonté politique, vous ne pouvez pas réussir. Mais il faut que vous aussi vous acceptez de changer beaucoup de mauvaises habitudes. Beaucoup de mauvaises habitudes se sont installées dans nos ports. Ces mauvaises habitudes ont plusieurs intervenants. Des nationaux, des non-nationaux. Des nationaux parce qu'il y a des corrompus, des non-nationaux parce qu'il y a des corrupteurs. S'il n'y a pas de corrompus sans corrupteurs. Donc la nécessité de lutter pour faire en sorte que non seulement nous puissions lutter contre le banditisme et contre la piraterie, mais de faire en sorte aussi que les ports soient au service de nos peuples. Chacun de vous doit y contribuer. En tout cas, en ce qui concerne la Guinée, j'ai pris l'engagement devant le peuple de le faire. Ces assises de Conakry coïncident surtout avec un moment où le président de la République continue de s'investir pleinement dans les travaux d'extension du port autonome de Conakry en vue de sa modernisation, mais aussi et surtout dans la lutte contre la pêche illicite et le grand banditisme en haute mer. Dans l'actualité encore, le Premier ministre chef du gouvernement a lancé ce lundi la journée mondiale de lutte contre le sida. Le thème de cette année porte sur zéro nouvelle infection à VIH, zéro discrimination, zéro décès lié au sida. La campagne de sensibilisation va se poursuivre durant ce mois de décembre. Le reportage est signé de Adi Kamara.
En Guinée, le secrétariat exécutif du Comité national de lutte contre le sida a fait un bref aperçu sur les progrès réalisés en matière de riposte nationale face au sida. 13 164 préservatifs ont été distribués, dont 10 000 préservatifs féminins, contrairement à 9 000 distribués en 2011. 101 sites de conseil et de dépistage volontaires et anonymes sont fonctionnels sur le territoire national contre 95 sites en 2011. 89 sites de prévention de la transmission de la mère à l'enfant du sida sont fonctionnels contre 83 en 2010. Sur les 2740 femmes enceintes dépistées séropositives en 2012, 1961 sont sous traitement antirétroviral, soit une performance de 71,5%. Après cette longue période de combat, de mobilisation qui nous semblait ne jamais finir, l'année 2013 nous semble porteuse d'espoir pour l'ensemble des personnes infectées et affectées par le virus du sida. Les partenaires techniques et financiers, les ONG et autres associations évoluant dans le secteur de lutte contre le sida en Guinée s'engagent à accompagner les efforts du gouvernement pour éradiquer ce fléau. Beaucoup de défis restent à venir. Les efforts faits sont importants pour améliorer l'accès au dépistage et donner une chance à l'accès au traitement antirétroviral précoce. La mise en place à travers le pays de 101 sites de dépistage est notable, ainsi que l'implantation des 46 sites de prise en charge médicale avec un accès au traitement ARV. En Guinée, les besoins non couverts se dressent comme des défis auxquels nous devons faire face si nous voulons atteindre l'objectif zéro à l'horizon 2015. Il s'agira de faire en sorte que la moitié des femmes enceintes infectées non couvertes accèdent au traitement et que le tiers des femmes victimes de violences sexistes soient protégées. Pour inverser la tendance évolutive du VIH-Sida en Guinée, le gouvernement est déterminé à poursuivre son élan de mobilisation financière. Je voudrais réaffirmer la disponibilité constante et l'engagement ferme de mon gouvernement sous le leadership du président de la République, chef de l'État, le président Alpha Condé, à ne ménager aucun effort pour poursuivre les efforts de mobilisation des ressources internes, tant publiques que privées. J'exhorte par ailleurs les partenaires techniques et financiers à relever substantiellement leur contribution dans le financement de la prévention, de la prise en charge globale, ainsi que la lutte contre la stigmatisation et la discrimination des personnes infectées et affectées. À la fin de la cérémonie, les personnes vivant avec le VIH-Sida ont interpellé la conscience de tous en vue de l'amélioration de leur prise en charge psychosociale et biologique. Dans le même registre, l'association des femmes pour la lutte contre le sida a tenu un meeting d'information et de sensibilisation à Conakry. Un meeting suivi d'un plan de solidarité partagé avec les malades. C'est le centre de traitement ambulatoire de Coronti qui a servi de cadre à la cérémonie. Sori de Kera signe ce reportage. Zéro nouvelle infection, zéro discrimination et zéro décès lié au VIH. Le thème retient encore l'attention de la communauté internationale dans la lutte contre le sida. En marge des activités prévues en Guinée pour commémorer la journée mondiale de lutte contre le fléau, les populations de la capitale et les patients bénéficient des conseils pratiques sur les modes de prévention, de transmission et de prise en charge de la pandémie. C'était une opportunité pour nous de prouver aux membres de l'association, aux personnes vivant avec le VIH, aux décideurs au plus haut niveau, que la discrimination, la stigmatisation n'est pas un slogan, c'est une réalité qui existe. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre avec des gens qui ont ce virus depuis plus de 15 à 20 ans. Mais si elles ne se disent pas, si ces personnes ne disent pas je suis malade, vous ne le saurez jamais. Vous ne le saurez pas. Donc, nous, le problème qui nous préoccupe, nous souhaitons que toute la population guinéenne se fasse dépister. Ce centre de traitement ambulatoire de Coronti est l'une des premières structures de prise en charge du sida en Guinée. Aujourd'hui, il traverse des difficultés d'ordre financier et logistique pour la sensibilisation et le traitement des malades. Cette initiative traduit la volonté de ses membres à se rapprocher davantage des patients regroupés au sein du réseau guinéen des personnes infectées et affectées du VIH-Sida. Les partenaires bilatéraux, les institutions, eux, ils ont compris
Il n'y a pas de stigmatisation ni de licenciement de nos travailleurs à cause du VIH. Selon les informations officielles, la Guinée n'enregistre pas de rupture d'ARV depuis l'avènement de la Troisième République. Les différentes activités prévues en ce mois de décembre devraient concourir à briser toutes les barrières de la stigmatisation liée à la maladie. Et ce plan de solidarité partagé avec les malades marque déjà ce nouveau départ. La journée internationale de lutte contre le sida célébrée en Guinée avec pour slogan Objectif Zéro. À Conakry, la société Vivo Énergie a soumis ses travailleurs à un test de dépistage au centre médical de la dite société. Suivez le reportage de Abdul Karim Kamara. Ces hommes constituent le personnel de la société d'hydrocarbures Vivo Énergie Guinée. Pour jouer leur partition dans la lutte contre l'épidémie du sida, ils suivent les indications de leur médecin conseil afin d'être édifiés sur les infections du VIH, les décès liés au sida et les discriminations dont les malades sont victimes. La société Vivo Énergie place cette journée internationale de lutte contre le sida sous le slogan Objectif Zéro. Nous faisons des réunions de sensibilisation et surtout des rappels par rapport au poids de transmission, les moyens de prévention du VIH-Sida et surtout inviter tous les personnels et contractants à faire le dépistage. Nous devons arrêter de discriminer. Nous devons savoir s'acquérir des informations, connaître exactement ce que c'est la maladie. La société Vivo Énergie a également consacré cette journée du lundi au dépistage. Les travailleurs ont pris d'assaut le petit centre médical de leur lieu de travail afin de connaître leur statut. Le test de dépistage, c'est surtout pour connaître mon statut, pour savoir si par hasard je ne suis pas infecté par le virus. C'est très important. C'est justement à cause de ça que je le fais. Au-delà de son personnel, Vivo Énergie Guinée étend aussi cette sensibilisation et ce dépistage aux établissements scolaires et universitaires de la Guinée. L'autre temps fort de cette édition, la criminalité prend une proportion inquiétante en Guinée. Le commissaire central de police de Sonfonia a été assassiné hier à Conakry à bord de sa voiture. Vive émotion, colère et indignation. La police nationale a fait une déclaration lue par le porte-parole de la direction générale de la police, Boubacar Kassé, au micro de Nuhu Yalo, notre reporter. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile informe que dans l'année du 1er au 2 décembre 2013, aux environs de 22 heures, à la hauteur de l'université Lansana Conté de Sonfonia, M. Pascal Bangoura, commissaire divisionnaire de police, commissaire central de Sonfonia, a été victime d'une attaque à main armée à bord de son véhicule RAV4 modèle 2002 de couleur noire, immatriculé RC 0934O RG par un groupe d'individus non identifiés. Pour l'immobiliser, ils ont ouvert le feu à bout portant sur sa personne. Mortellement atteint, son corps est abandonné sur les lieux et le véhicule emporté. À cette douloureuse occasion, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le directeur général de la police nationale, au nom du gouvernement, présente à l'ensemble des services de sécurité et à la famille éplorée leurs sincères condoléances et demande aux citoyens, dans l'esprit d'une franche collaboration, de fournir toute information utile pouvant conduire à l'arrestation des auteurs de ce crime crapuleux. Une enquête est ouverte pour la circonstance. La police rassure
les populations que ces individus seront arrêtés et traduits devant la justice. La politique agricole du gouvernement enregistre des résultats en Haute-Guinée. Je vous disais en titre, la population s'approvisionne du riz à partir de la production locale. La Fédération des producteurs du riz de la Haute-Guinée se réjouit des résultats obtenus. Les producteurs peuvent se frotter les mains. Voici le constat de notre reporter Ansman Toumani Kamara, de retour de la savane guinéenne. Regardez. Produire ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons n'est plus un slogan dans la savane guinéenne. La Fédération des unions de producteurs de riz de la Haute-Guinée en est l'actrice principale avec la transformation et la commercialisation du riz produit par les 118 unions à travers les préfectures de cette région. La Fédération assure en ce moment même la consommation en riz du pays des travailleurs de l'administration publique, privée ainsi que des particuliers de Cancan. Nous sommes en partenariat avec ces services déconcentrés, notamment le gouvernement, les enseignants et tant d'autres fonctionnaires. Mais comment nous le faisons? Le début du mois, ils viennent prendre le riz avec nous, dans l'intention de rembourser à la fin de chaque mois. Grâce à la politique agricole du gouvernement, le pari de l'autosuffisance alimentaire est en passe d'être gagné. Pour la campagne agricole 2012-2013, la Fédération des unions de producteurs de riz de la Haute-Guinée a mis en valeur plus de 40 000 hectares pour un rendement moyen estimé à près de 70 000 tonnes de riz. De racheter toutes les productions, on s'est lancé maintenant dans la transformation et la commercialisation. Grâce à cette commercialisation et transformation, nous arrivons à enlever la production dans la main de nos producteurs. Le centre d'étuvage de riz situé au quartier Missira emploie 200 femmes formées sur les techniques d'étuvage améliorées et de décortiquage de riz paddy. Toutefois, la structure ne dispose pas encore d'équipements performants pour une transformation rapide du riz produit par près de 50 000 paysans membres de la fédération. Ansman Toumani Kamara, merci pour ce reportage. Au même moment, démarrage de la récolte des semences de riz au Centre de formation et d'application des technologies de Bamba à Kindia. Cette opération de multiplication et de diffusion des semences pour les producteurs s'inscrit dans la dynamique du combat pour la réduction du déficit de production de riz. Le point avec Fodé Kamara. Le centre de formation et d'application des technologies de Bambam, l'heure est à la moisson. En tout, 30 hectares de semences de riz sont cultivés ici à milieu paysan. Ceci grâce à l'itinéraire technique des cadres de l'Agence nationale de la promotion rurale et du conseil agricole. Ce succès que vous voyez aujourd'hui, nous le devons à une politique, laquelle, celle du professeur Alpha Condé, qui a cru à Amproca comme étant cellule ouvrière de développement dans le cadre du conseil. Ces variétés améliorées de semences de riz cohabitent avec des parcelles de multiplication de boutures de manioc et d'expérimentation de la variété d'aubergine dénommée Tanene. Cette variété locale a un grand potentiel végétatif. De génération en génération, elle ne dégénère pas. À côté, par la combinaison du semis en bande et de l'usage des engrais, les parcelles de multiplication de semences de maïs sont gonflées de verdure. Ici poussent près de 2 hectares de semences de maïs. La K9101. Cette variété-là, c'est une variété très performante. C'est pourquoi nous avons essayé d'éliminer toutes les autres variétés qui sont là. Nous avons pris soin d'isoler ça, puisque nous savons que les producteurs aiment ça et sollicitent ça. C'est pourquoi nous semons cette variété maintenant. Le centre de formation et d'application des technologies de Bamban est un laboratoire de travaux pratiques et pédagogiques pour les producteurs et les étudiants des écoles nationales d'agriculture et d'élevage. Cela handicape le manque d'aménagement de la cuvette de retenue. Aujourd'hui, le tiers du volume d'eau est perdu à cause du vieillissement des ouvrages et du comportement incivique des riverains qui cultivent et jettent des ordures sur les berges. Le réseau WANEP Guinée a présenté son système d'alerte précoce, un système qui consiste à informer les autorités sur les moyens de prévention des conflits. L'initiative est à saluer. Moussa Komara. De la prévention des conflits et violences, une réalité en Guinée, le réseau WANEP Guinée lance l'opérationnalisation du système d'alerte précoce. Quand les conflits surviennent, les interventions que les gens font, c'est comme si on joue aux sapeurs-pompiers, qui interviennent souvent après que le feu ait consumé tout.
Donc c'est partant de ce constat, nous nous sommes dit qu'en mettant en place un système national d'alerte précoce et de réponse rapide, les conflits ne vont pas disparaître, mais ils vont s'amoindrir. Nous voulons juste délocaliser, impliquer davantage d'acteurs et faire en sorte que la prévention des conflits soit la chose la mieux partagée. En tout cas, les réflexes en matière de prévention soient des choses les mieux partagées. Aujourd'hui, les membres du réseau exhortent les décideurs à soutenir cette ambition, ce pour minimiser les conflits et les violences qui frappent les différents pays de l'organisation. Les informations portées par ONEP Guinée à travers les moniteurs qui vont être lancés sur le terrain, je crois que ce sont des éléments importants, n'est-ce pas, pour consolider les bases de notre démocratie. En présentant ce système d'alerte précoce et la réponse rapide, le réseau ONEP Guinée entrevoit la garantie de la sécurité humaine. L'ONG veut également promouvoir la cohabitation pacifique entre les communautés. Direction Cancan, où les partenaires au développement viennent de lancer la troisième phase du programme de développement local en Guinée. Ce programme vise à assurer un développement durable et équilibré des préfectures bénéficiaires. Il est axé sur la gouvernance locale, la mobilisation des ressources et la construction des infrastructures. Ablaye Diallo, reportage. Le programme de développement local en Guinée, dans sa troisième phase, voit le jour à Cancan. Il est né suite aux résultats enregistrés pendant la première et la deuxième phase en matière de gouvernance locale, de mobilisation des ressources et de réalisation des infrastructures socio-économiques. Favoriser une mise en route efficace du PDLG 3 sur le terrain est l'objectif global recherché. Le PDLG 3 interviendra dans plusieurs préfectures de la Haute et de la Guinée forestière. Cette intervention sera basée sur une politique de partenariat avec des programmes comme le PACV et des sociétés minières installées dans ces localités. Nous ne pouvons que nous réjouir de cet excellent partenariat entre le projet et les collectivités locales qui fait des acteurs locaux de véritables moteurs de développement et non de simples bénéficiaires des actions entreprises par le projet. Ce nouveau programme devrait permettre à ces différentes localités d'assurer leur développement économique durable et équilibré, ce qui va leur favoriser l'accélération pour la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement au niveau régional et local. Le département de l'enseignement préuniversitaire décide de faire une journée nationale d'assainissement des écoles le dernier samedi de chaque trimestre. L'action vise à créer un meilleur cadre d'apprentissage aux élèves. La précision dans ce reportage de Amadou Touré. L'insalubrité est partout visible dans les écoles de Conakry. Pour y faire face, le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'éducation civique décide de faire du dernier samedi de chaque trimestre journée nationale d'assainissement des écoles. Notre objectif est de faire en sorte que les constructions scolaires servent de modèle, dans le sens de la propriété, que l'école constitue le véritable creuset du développement de l'instauration du civisme dans notre pays. C'est la raison qui nous a amené cette année à faire en sorte que nous décrétons une journée de salubrité au niveau de nos différentes écoles. L'initiative vise à créer un cadre de vie et d'apprentissage requis aux acteurs du système éducatif. Moi, en tant qu'élève, je m'adonne toujours pour l'assainissement parce que c'est ici où je viens acquérir de la connaissance. Donc pour assainir ce lieu aussi, ce n'est pas quelque chose de magique. C'est très bon. C'est une très bonne initiative. Elle est à saluer et à encourager parce que les tout petits ne peuvent pas travailler dans la saleté. Cette volonté du département de l'enseignement préuniversitaire et de l'éducation civique est soutenue par la fondation FCDK et le gouvernorat de la ville de Conakry. L'ONG Solidarité Internationale pour Leadership Innovant des femmes et des enfants a lancé son projet d'aide au groupement féminin des îles de l'Os. Cet appui est axé sur la gestion des coquillages et de la mangrove. L'initiative vise à soutenir les insulaires dans le combat contre la pauvreté. C'est Koussouma reportage. L'ONG SILIFE, Solidarité Internationale pour le Leadership Innovant de la femme et de l'enfant, appuie le groupement féminin des îles de l'Os pour la gestion des coquillages et des forêts de mangrove et donne des motopompes, des bottes, des gants et brouettes à ces femmes. Nous sommes là aujourd'hui pour nous battre, pour faire comprendre la population, pour sensibiliser la population à la reconstitution de cette forêt de mangrove et à l'exploitation aussi
des coquillages. Parce que comme vous savez, il y a une exploitation sauvage des coquillages, ce qui abîme la faune et la flore. Et les plages aujourd'hui ne sont pas protégées. Les poissons se reproduisent difficilement parce que tout est abîmé. Donc nous sommes là aujourd'hui pour relever ce challenge. La restauration de ces forêts de mangroves et l'assainissement de l'environnement fini, l'ONG Silifé compte créer des activités génératrices de revenus. Elle identifie des terrains pour la culture maraîchère. L'initiative est saluée par ces groupements de femmes. Puisque nous les femmes des îles, nous voulons travailler bien aussi. Donc avec cette aide, nous félicitons nos collègues pour que nous puissions arranger nos projets là et nous rendre gains. La réalisation de ce projet contribuera sans nul doute à l'autonomisation de ces femmes insulaires. Culture, avant de refermer cette édition, rendons-nous à l'école de cirque, de la musique et de la danse traditionnelle à Ratouma, un centre qui attire de nombreux artistes et expatriés. Les jeunes Français en séjour dans notre pays apprennent à jouer au balafon. Tierno Ousmane Diallo est allé visiter pour nous l'école des arts de Ratouma, images et témoignages. Regarde. Élève en 12e année au lycée français de Conakry, Hugo apprend le balafon. Cet instrument de musique africaine le fascine. J'aimerais bien jouer cet instrument, ça a l'air intéressant et il y a des belles mélodies à faire. Avec ses amis, Hugo prépare ainsi le baccalauréat qu'il doit affronter l'année prochaine. Ses connaissances sur le balafon seront évaluées. C'est un travail de plusieurs semaines à faire sur ce sujet. C'est eux qui ont choisi ce thème. C'est un module. Ça s'appelle travaux personnels encadrés. Ça compte pour le baccalauréat français. C'est un travail de 18 semaines. Les élèves choisissent eux-mêmes leur thème. Ils font une recherche, ils posent une problématique, ils font un travail et ils rendent un travail, un dossier. Ils font un oral et ils ont une note pour le bac. Séverin Nianté, alias Bailastar, est le PDG de l'école de cirque, de la musique et de la danse traditionnelle. C'est lui qui est chargé d'assurer la formation des jeunes. Heureux d'enseigner l'usage d'instruments de musique africaine à des Occidentaux, il compte œuvrer pour un échange culturel réussi entre la Guinée et le reste du monde. Il faut vraiment valoriser ce que c'est que la culture guinéenne en général et que vraiment le balafon guinéen, on prend ça au sérieux, on prend soin de ça parce que c'est important. C'est pour ça aujourd'hui vous voyez la visite du lycée français qui veulent savoir comment le balafon a été créé en Guinée parce que c'est très important le balafon guinéen. L'histoire du balafon remonte au début du XIIIe siècle. Découvert pour la première fois avec le roi du Soso, Soumaoro Kanté, il est aujourd'hui au cœur de la plupart des cérémonies culturelles et artistiques dans de nombreux pays de la sous-région. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À demain.